C'était annoncé et c'est arrivé. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix. C'était sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Le sujet fait l'actualité actuellement en République démocratique du Congo. Et pour en parler ici à Digital Congo, nous avons l'honneur de recevoir un analyste internationaliste et chercheur en relations internationales, M. Blaise Dibaya, qui est notre invité. Bienvenue à vous. Oui, merci, monsieur. Alors, ça a été signé cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord de paix signé le 27 juin depuis Washington, un accord, je l'ai dit, dit de paix. Est-ce une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo, selon vous, la signature de cet accord? Oui, effectivement, il s'agit d'une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Et vous savez que la paix est un état fondamental auquel tout être humain aspire. Dans toutes les sociétés humaines aiment vivre dans la paix, dans la quiétude, dans la tranquillité, et en l'absence de toute violence, de contacts physiques, moraux et autres. Et vous savez que la République démocratique du Congo a été confrontée depuis plus de 3 décennies à des conflits armés et a occasionné plus de 10 millions de morts, des violations graves des droits humains, des actions sommaires, et des violences sexuelles et autres, toutes formes de violences, même des crimes pouvant constituer des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et autres. Et lorsque nous voyons la signature de cet accord entre les États, la République démocratique du Congo, la République du Rwanda, nous pouvons soutenir cette initiative. Et vous savez que en fait, cet accord vise la promotion de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. En fait, ici, il s'agit de grands principes sur le respect de l'intégrité territoriale, sur l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement, mais aussi l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. En fait, si vous lisez cet accord, vous verrez que, en fait, il s'agit de grandes lignes qui comportent plusieurs volets. Mais est-ce que en lisant les grandes lignes de cet accord, est-ce que beaucoup dénoncent, pensent que la République démocratique du Congo a été piégée, la République démocratique du Congo est perdante? Est-ce que, en lisant cet accord, vous estimez que, outre la paix, il y a quand même des avantages au profit de la RDC? Non, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que vous verrez que les grandes lignes de cet accord comportent plusieurs volets. Il y a un volet sécuritaire, un volet politique, un volet humanitaire, un volet institutionnel et puis un volet économique. Et dans son volet sécuritaire, l'accord prévoit les retraits préalables des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. On parle de désengagement. Effectivement, dans son volet sécuritaire toujours, l'accord prévoit un cessez-le-feu global vérifié par un mécanisme conjoint de sécurité adossé à l'ONU et puis un engagement mutuel à ne plus soutenir les groupes armés. Donc il s'agit du M23 comme du FDLR. Et dans son volet politique, vous verrez que cet accord prévoit un désarmement progressif et une intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, notamment M23, dans un dialogue national congolais. Donc en fait, ici, il s'agit d'une adhésion volontaire des groupes armés non étatiques dans les programmes du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et puis stabilisation. Et c'est pour les groupes armés locaux. Et quant aux groupes armés étrangers, l'accord prévoit les dépôts des armes et puis leur rapatriement dans leur pays d'origine. Et dans son volet humanitaire, cet accord prévoit la protection des civils et le retour sécurisé des réfugiés, mais aussi l'ouverture de couloirs humanitaires supervisés par des agences onusiennes. Au stade actuel, on peut dire que la RDC a bien négocié cette signature. Oui, en fait, j'évolue. Et dans son volet institutionnel, cet accord prévoit la mise en place d'un mécanisme conjoint de sécurité et sous la supervision
des observateurs internationaux et pour la surveillance des frontières, mais aussi la coordination des opérations de paix. Et enfin, et dans son volet économique, cet accord prévoit la relance des investissements dans les infrastructures et puis dans les ressources minières. Donc, quelque part, cet accord est notable pour la République démocratique du Congo. Parce que vous le voulez ou pas, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont des pays frontaliers. Qui doivent sont des pays voyés, qui sont condamnés à vivre ensemble. Même dans le cadre du c'est-à-dire, quel que soit ce que nous avons connu, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et je crois que cet accord de paix ne peut qu'être salutaire dans ces contextes. Mais le Rwanda, de son côté, qu'est-ce que le Rwanda gagne? Parce que le Rwanda a fait preuve, je ne vais pas confirmer ici, mais comme s'il y a eu une suprématie de force sur le terrain. Le Rwanda qui appuie le M23 qui de sitôt arrive à prendre la ville de Goma. Le Rwanda, on le sait, a toujours traversé vers la RDC pour, sous prétexte, limiter les dégâts de FDLR contre le pouvoir en place. Le Rwanda qui exploite nos minerais. En allant dans un cadre légal, le Rwanda va peut-être perdre. Pourquoi le Rwanda accepte selon vous? Non, mais ici, nous sommes dans un... Vous savez, dans les relations internationales, la puissance est définie comme étant la capacité qu'a un être de produire un effet sur un autre être. Ou encore cette capacité qu'a une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités politiques. Et je dirais encore que cette capacité qu'a une unité politique de pouvoir contrôler l'aboutissement d'un processus, d'une crise, d'une négociation. En fait, ici, vous savez, cet accord a été signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. En fait, c'est-à-dire que dans la théorie des puissances, nous sommes en face d'une puissance dominante qui est en fait les États-Unis d'Amérique. Qui s'impose aussi. Effectivement, face à deux puissances dominées qui sont le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et dans la théorie des puissances, c'est-à-dire que c'est un schéma. Lorsqu'une puissance dominante envoie un message, une communication auprès d'une puissance dominée, il attend du répondant, il attend du résultat. Et c'est-à-dire que lorsque la puissance dominée ne réagit pas par rapport au résultat attendu de la part de la puissance dominante, il y a des conséquences qui peuvent être des sanctions, une supervision, une subversion, des sanctions, et même des mesures contraignantes, voire même une intervention militaire. Et dans ces cas-là, la puissance dominée n'a que 4 choix. C'est-à-dire que soit c'est la soumission ou l'obéissance, soit c'est la désobéissance ou la résistance, ou encore c'est la radicalisation du comportement ou le débordement du comportement qui est une docilité excessive. Mais je conçois très mal que dans un tel contexte, que les Rwandais et les Congo se livrent à une résistance face aux États-Unis d'Amérique qui sont une hyperpuissance. Je crois que les choix seraient les premiers, qui est celui de l'obéissance ou de la résistance, parce que leurs intérêts en dépendent de toute façon. De toute façon, le vivre ensemble est possible. Le Rwanda peut se développer en étant bien avec la RDC, et la RDC justement, oui. même. Mais est-ce que vous êtes d'avis, parce qu'il y a ceux qui disent, mais pourquoi le Rwanda doit avoir cet accord? Pourquoi le Rwanda, qui a des usines de traitement, notamment d'or, nous on n'en a pas, doit désormais collaborer? On exploite chez nous, on extrait, on va traiter chez le Rwanda. C'est comme si le Rwanda va plus se retrouver. Est-ce qu'il fallait, dans ce cas, privilégier la paix, et même si sur le plan économique, le Rwanda peut gagner plus? Non, vous savez, nous avons passé près de 3 décennies à des conflits armés atroces. À cause notamment de nos minerais. Justement, qui ont occasionné plus de 10 millions de morts, à un déplacement massif des populations. Et nous avons assisté à des violations graves des droits humains, des violations sexuelles, vous l'avez dit d'ailleurs, des actions sommaires, des crimes très graves. Et vous verrez que, alors, il est temps pour que la République démocratique du Congo et les Rwandais se mettent justement. Et je salue cet accord parce que là, c'est du réalisme politique. Nous devons un peu nous émanciper de l'utopie et croire que... Mais, en fait, imaginez un peu, pendant toutes ces années, à quoi ont profité toutes ces ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et pourquoi devons-nous continuer à soutenir tous ces morts alors qu'il y a une solution de paix? Je veux dire que la paix est un état d'âme auquel tout être humain aspire. Donc tous les hommes aiment vivre dans la paix. Alors, cet accord-là a intervenu en ce moment ici, nous pouvons que le saluer.
Alors, l'objectif principal de cet accord, c'est le retour de la paix. Vous saluez la signature, mais est-ce que vous croyez à un retour de la paix? Déjà que sur le terrain, jusque-là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour voir les conséquences positives de la signature de cet accord. Sur le terrain, les hostilités continuent. Est-ce que vous croyez à un retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, effectivement, je reste optimiste pour deux faits. Premièrement, vous savez que les États-Unis d'Amérique sont considérés comme les garants de cet accord, se sont engagés à le conduire jusqu'à son aboutissement. Et vu le prestige des États-Unis d'Amérique, comme puissance mondiale, et une hyperpuissance d'ailleurs, par rapport aux investissements prévus dans le cadre du partenariat stratégique qui pourrait être conclu incessamment, donc les États-Unis d'Amérique sont obligés de conduire cet accord jusqu'à son aboutissement. Et deuxièmement, je vous ai énuméré ici la relation d'une puissance dominante face à une puissance dominée. C'est-à-dire que le choix est clair. Maintenant, ici, il s'agit de la République démocratique du Rwanda qui doivent décider du sol les réservé, alors que le Congo est prêt pour la paix. Même le Rwanda, je ne le crois pas dans une crise contre les États-Unis d'Amérique qui sont une puissance mondiale, une hyperpuissance, et subir toutes les conséquences nécessaires par rapport à son comportement. Alors, les USA s'investissent beaucoup avec le président Trump pour que cette paix puisse arriver. Est-ce qu'il y a des intérêts peut-être qu'on ne maîtrise pas, ou c'est juste le président Trump qui, comme il s'investit dans la crise Ukraine-Russie, Israël-Iran tout récemment, Israël-Palestine, le président Trump veut juste, en tant qu'homme politique et président d'une grande puissance, apporter une paix dans une région de l'Afrique où il y a des intérêts économiques notamment? Non, mais vous savez, dans les relations internationales, les partenariats stratégiques sont des collaborations qui permettent aux États de combiner leurs forces en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs et renforcer leur position. Dans une coopération gagnant-gagnant, comme on dit. Justement, donc ce n'est pas pour la première fois. Vous verrez que même les États-Unis d'Amérique sont en partenariat avec le Vietnam. Et vous verrez qu'actuellement, le système économique du Vietnam est lié à son partenaire économique avec les États-Unis. Alors que dans la Russie a un partenaire économique avec l'Inde, avec l'Iran et autres. Mais ça a toujours existé. Mais maintenant, ici, il s'agit, vous verrez que les États-Unis prévoient en fait un investissement de près de 500 milliards de dollars pour une durée de 15 ans et qui cible plusieurs secteurs de la vie nationale. Les routes, les hôpitaux, les infrastructures aéroportuaires, les mines et autres. Et ici, c'est le transfert des compétences et de création des emplois. C'est une opportunité pour les États-Unis démocratiques du Congo d'en tirer profit parce qu'elle doit devenir un pays émergent dans la région des Grands Lacs et même pour l'Afrique. Et c'est une opportunité que les États-Unis d'Amérique lui accordent et elle doit nécessairement en tirer profit. Mais les USA aussi vont se retrouver. Déjà justement, que les Américains ont toujours envié la Chine qui avait... Non, mais d'abord, ces minéraux sont jeux stratégiques compte tenu de leur importance économique stratégique dans les relations internationales. Ces minéraux sont indispensables dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'industrie militaire, dans l'aviation, dans plusieurs secteurs. Donc ces minéraux entrent dans la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs, des fusées, des missiles, des téléphones portables, des ordinateurs et autres. C'est-à-dire que ce sont des milliards prisés dans les filières industrielles de haute technologie. Et il est tout à fait normal, étant donné que ces minéraux sont inégalement répartis à travers le monde et leurs quantités sont limitées, ces minéraux sont épuisables. C'est ainsi que Donald Trump, par son réalisme politique, a compris l'intérêt de la République démocratique du Congo et par ses réels politiques et qui tient compte du rapport des forces, des opportunités exploitées, mais aussi des avantages mutuels. En fait, ici, il s'agit d'une dynamique de rééquilibrage des relations. C'est-à-dire que le Congo va s'émerger face aux États-Unis et face aux pays voisins comme un grand pays et puis
pour son émergence en tant que puissance dans les relations internationales. Vous voulez la paix, vous avez des ressources, nous on veut avoir accès à ces ressources, on peut vous apporter la paix et on fait le deal. Justement, parce que vous voyez, en fait, les ressources minérales ou les ressources naturelles sont les attributs de la puissance. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque État qui en détient doit exploiter positivement et pour l'intérêt de sa population. Et nous avons connu la perte de grandes villes, l'occupation de la ville de Goma et de Bukavu. Et face à une telle situation, au lieu d'arriver à un démembrement de la République démocratique du Congo, il serait mieux peut-être d'aller dans cette île-là. Parce que là, il s'agit d'une diplomatie du business, une diplomatie basée sur les affaires. C'est-à-dire que les États-Unis ont compris l'intérêt que représente la République démocratique du Congo et il appartient maintenant aux Congolais que nous sommes de pouvoir en tirer profit et surtout d'exploiter de manière positive, équitable et plus transparente. Voilà. Mais est-ce que le Rwanda, cité dans plusieurs rapports de l'ONU d'être agresseur de la République démocratique du Congo, déjà que le Rwanda, Paul Kagame, président rwandais, avait nié qu'il y avait des troupes rwandaises en RDC en appuyant les M23, lorsqu'il va signer cet accord par le biais de son ministre des Affaires étrangères, automatiquement le Rwanda reconnaît la présence de ces troupes. Mais est-ce que, selon d'autres personnes, le fait de signer cet accord blanchit le Rwanda? Même si sous d'autres cieux, on pense que effectivement, ça confirme justement la présence des troupes officielles de l'armée rwandaise sur le sol congolais, alors que le président Kagame avait nié. Est-ce que ça ne blanchit pas le Rwanda, cet accord? Est-ce que ça ne fait pas du Rwanda un pays plutôt voisin qui veut aussi avoir un deal avec nous, mais pas un pays agresseur? Non, mais déjà, il existe plusieurs rapports démontrant la présence ou l'incursion des troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les rapports des experts des Nations Unies existent. Plusieurs rapports, même les dans rapports le passé. des États-Unis existent. Mais en fait, ici, vous savez qu'il y a eu plusieurs observateurs qui se sont inquiétés par rapport à une justice transitionnelle pour qu'il y ait des tribunaux ad hoc pouvant trancher sur les crimes ayant été commis. Pour qu'il y ait réparation. Justement. Mais vous savez que des tribunaux ad hoc ont toujours été très coûteux et aussi complexes dans leur gestion et n'ont toujours pas facilité la réconciliation. Et peut-être que les États-Unis d'Amérique, qui sont considérés comme les médiateurs ou encore les garants de cet accord, n'ont pas voulu évoquer cette question pour ne pas frustrer les deux parties. Comme il s'agissait ici de tabler sur des questions de paix et ils n'ont pas voulu évoquer cette question-là. Mais du moins... Ça ne blanchit pas pour autant le Rwanda. Non, le Rwanda n'est pas blanchi. Des rapports existent et démontrant clairement qu'il y a eu présence de troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Plus de 4000 même que nous connaissons. Dans cet accord, l'un des points importants pour lesquels les Congolais comptent beaucoup, c'est le retrait, on l'a dit tout à l'heure, des troupes rwandaises. Il a été mentionné des engagements, puisque selon des experts, c'est un terme militaire pour signifier qu'il y avait un engagement de terrain, donc des troupes étrangères entrées sur un sol étranger, en train de mener des opérations. Voilà pourquoi ils ont décidé de parler des engagements. Est-ce que dans les prochains jours, on va réellement voir les troupes rwandaises qui sont venues en République démocratique du Congo se désengager, donc arrêter tout et rentrer chez eux? Oui, mais c'est un processus. C'est-à-dire que ce n'est que les débuts, nous continuons. Je vous ai dit que j'avais deux arguments qui justifiaient que cet accord, la signature de cet accord sera mise en œuvre. Les premiers éléments étaient liés à la présence américaine qui est considérée comme les garants de cet accord. Le deuxième élément, j'ai énuméré ici les rapports entre une puissance dominante et une puissance dominée. C'est-à-dire que j'étais convaincu que cet accord sera d'application. C'est-à-dire que laissons les temps au temps et je suis convaincu que cet accord sera d'application. Et côté RDC, est-ce qu'on n'a pas signé cet accord avec un peu de faiblesse parce que sur le terrain, on n'a pas pu démontrer de quoi nous sommes capables? Une nation qui n'a pas su se sécuriser, une nation qui n'a pas pu, via son armée, répondre
à l'engagement de terrain. Le président récemment a été reçu dans un plateau avec une journaliste américaine. Il n'a, j'ai pas les mots exacts, mais il a fait savoir qu'il y avait des petits soucis de terrain côté armée congolaise qui n'a pas su faire ce qu'il fallait. Est-ce que c'est pas parce qu'on n'avait pas le choix qu'on est allé signer cet accord? Oui, on veut la paix, mais est-ce que c'est pas aussi un tout petit peu dans une position de faiblesse? Mais ça fait près de 3 décennies que ces groupes armés existent. C'est-à-dire que nous avons été incapables de contribuer à l'éradication de ces groupes armés locaux et étrangers. Donc, il y a eu un problème. Et maintenant, il y a une solution de paix qui se présente. Nous n'avons pas le choix que de signer. Justement. Parce que l'objectif pour nous, c'est d'arriver à la paix. Effectivement. S'il fallait combattre, on aurait pu combattre depuis très longtemps. Mais nous n'avons jamais été capables de mettre fin à cette guerre par la voie des armes. Et maintenant qu'il y a une voie de la diplomatie qui se présente, parce que vous savez, la diplomatie comme la guerre sont des instruments d'expression dans les relations internationales. Donc, un État peut recourir à une diplomatie comme il peut recourir à une guerre. Comme la guerre, ça n'a pas réussi, et qu'une fois de la diplomatie, nous ne pouvons qu'en tirer profit. D'ailleurs, l'Ukraine et la Russie qui mènent des actions de terrain contre l'État ukrainien, autant il y a des atrocités sur le terrain, autant nous comptons de morts. Il y a quand même des négociations qui se poursuivent. Justement, mais c'est ça. En fait, comme disait Clausewitz, la guerre est la construction de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que nous avons 2 représentants dans les relations internationales. Il y a les diplomates et les soldats. Là où l'un échoue, l'autre assure la relève. Lorsque les diplomates échouent, c'est le soldat qui doit assumer la relève. C'est-à-dire par la voie de la guerre. Les diplomates doivent agir par la voie de la diplomatie. Et comme nous avons estimé que la voie du soldat n'a pas réussi, et que maintenant nous devons recourir par la voie du diplomate, tout à fait normal, sur les instruments d'expression dans les relations internationales. Quelle devrait être la suite RDC-Rwanda, signature de paix effective? On doit croiser les bras ou faire un suivi pour... oui, vous l'avez dit ici, vous restez convaincu que, vu que ce sont les Américains qui sont dans cette affaire, il y aura aboutissement de l'exécution des points repris dans l'accord. Quelle doit être la suite de notre côté? Continuer à matraquer sur le plan diplomatique, autant sur le plan militaire, il y a quand même résistance, autant sur le plan diplomatique, il faut continuer aussi à faire autant de bruit pour accompagner l'exécution de cet accord. Vous savez, l'État est géré par des principes, l'État est une composante. Il y a plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est-à-dire que oui, l'accord est un aspect, et que je toujours appelé l'aspect politico-diplomatique, mais il y a d'autres aspects de la vie nationale qui doivent être pris en compte. Et là, la chance est comme maintenant au Congolais. Parce que même si cet accord réussisse, pour que cet accord réussisse, il faudrait que nous, au niveau national, qu'il y ait un certain nombre de préalables définis dans tous les secteurs nationaux pour permettre à cet accord de pouvoir réussir et puis de voir son succès. Du sérieux, notamment dans la gestion. Justement, et qui est... qu'on n'entend pas trop les détournements. Non, ça dit quoi? Il faudrait qu'il y ait une rigueur dans la gestion, lutter contre les antivaleurs, corruption, la fraude, les détournements, même la réduction une justice du équitable, trait de vue des institutions, par une juste réduction du revenu national. Et ça, c'est le premier élément. Mais il faut qu'il y ait un climat propice aux investissements. Un climat pour pouvoir tirer. Nous devons travailler pour qu'il y ait une production nationale toujours capable de rendre notre balance commerciale excédentaire. C'est-à-dire nous devons travailler sur tous ces plans-là pour que notre économie soit toujours très forte. Et même sur le plan scientifique. Parce que vous savez que, j'ai toujours dit que par rapport à ce que le Congo connaît, et nous devons travailler pour ce que j'appelle moi une planification stratégique intégrale. Il y a plusieurs éléments. Sur l'élément politico-diplomatique, nous devons travailler là-dessus. Il y a un élément économique, on doit travailler là-dessus. Il y a un élément démographique, nous devons travailler là-dessus. Un élément économique, nous devons travailler là-dessus. Il y a un élément culturel que nous devons aussi travailler. Un élément technologique et scientifique. Même un élément militaire. En fait, la conjugaison de tous ces éléments que le Congo peut maintenant renaître comme une puissance régionale et capable de faire face à toutes les vérités étrangères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous résolvons
un problème avec le Rwanda, mais demain, nous ne savons pas avec quel pays voisin nous que nous aurons un problème. Parce que nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Et vous verrez que nous avons des litiges frontaliers au moins avec tous les 9 pays. Et c'est très dangereux pour l'État. Parce qu'en fait, les 9 pays frontaliers doivent être une opportunité à travers les échanges commerciaux, à travers l'intégration régionale. Mais lorsque ça devient le contraire, mais c'est très dangereux pour un pays. Avec le Rwanda, nous avons un problème demain dans l'Angola. Vous savez, nous avons un frontalier avec l'Angola. Au niveau de la côte atlantique, sur l'exploitation du pétrole dans la zone économique exclusive et du plateau continental, en violation d'ailleurs de la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer. Et vous vous souvenez à un moment donné, toujours avec l'Angola, au niveau de Kaimba, nous avons eu assisté à des incursions de localités congolaises dans les territoires angolais. Et si vous allez en Zambie, dans les Moba, vers Tanganyika, ça dit que le Congo est exposé. Il faut absolument que le Congo s'émerge en tant que puissance pour mettre fin à toutes ces velléités étrangères. Une puissance qui doit se faire respecter. Justement. Et compte tenu de sa taille superficielle et de ses potentialités minérales, c'est un pays exposé à des velléités étrangères. Mais est-ce que de ce fait, la RDC n'a pas de choix que de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir également aux pays frontaliers, mais dans une coopération gagnant-gagnant? Oui, pour s'ouvrir, mais il faudra que le Congo se mette en tant que puissance. Ce n'est pas en position de faiblesse. Au contraire, c'est le Congo qui doit être dominant, dans ces relations-là. C'est-à-dire que le Congo qui est au centre, parce que vous savez, c'est pratiquement la courroie de transmission entre l'Afrique méridionale et l'Afrique septentrionale, et entre l'Afrique... Vous savez que d'ailleurs, même cette guerre que nous vivons ici, il s'agit à la fois d'une guerre de prédation, une guerre d'occupation, parce qu'il y a des puissances qui sont en quête d'espace parce qu'elles n'en ont pas. Alors, le Congo a à peu près 2 345 km². C'est-à-dire que le Congo a suffisamment d'espace pour développer l'agriculture, pour développer l'élevage, pour créer de nouvelles métropoles, même de nouvelles usines. D'autres pays n'en ont pas. Vous comprenez? Nous avons un important réseau hydrographique ici. Le Congo a suffisamment de l'eau. C'est pratiquement 52%. Pour alimenter même jusqu'au Tchad, tout ça. Ce sont en fait, là, c'est toujours des éléments géographiques. Ce sont des aspects que nous devons absolument exploiter pour que le Congo se mette. Nous n'avons pas une cinquantaine de minéraux recensés. Nous avons du cuivre, du cobalt, le coltan, le lithium, la bauxite, le manganèse, le fer, les zinc. Donc, on sera toujours envié. Justement. Donc, le Congo, alors maintenant, il faut que le Congo se mette en tant que puissance. Parce qu'aussi longtemps que ce pays restera faible, il fera toujours objet de la convoitise des puissances étrangères. Et il est grand temps, et j'en appelle au sens des responsabilités de nos et la prise de conscience collective. C'est un pays tellement riche que nous devons exploiter l'émergence en tant que puissance. Parce que nous avons tous les atouts nécessaires pour que ce pays devienne une puissance régionale, voire une grande puissance. Alors, l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, mais il y a aussi le processus de Doha, où l'on a vu des délégués de la RDC se rendre au Qatar pour échanger avec des délégués du M23 AFC. Comment on peut être dans deux fronts et espérer la paix? Mais sinon, qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire? Parce que, bon, plusieurs rapports désignent le Rwanda comme un appui de l'AFC M23, qui sont qualifiés comme des supplétifs du Rwanda. Est-ce qu'il faut continuer à échanger avec les délégués AFC M23 à Doha ou stopper? Quel avenir pour ces échanges-là? Surtout que sur le terrain, le Rwanda qui est là se cache un tout petit peu, et c'est le M23 et AFC qui s'illustrent comme des personnes qui ont eu à conquérir des terres et qui ambitionnent de renverser le pouvoir. Non, en fait, là, il s'agit de deux processus. C'est-à-dire que l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda s'est fait sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Alors que vous verrez que le processus de Doha, c'est entre la République démocratique du Congo et les AFC M23.
c'est comme quand on a eu les processus de Nairobi et les processus de Luanda. Les processus de Luanda concernaient la République démocratique du Congo et le Rwanda par rapport à la escalade de la tension entre les deux pays. Alors que l'accord de Nairobi était entre les RDC et les groupes armés opérant en RDC. C'est-à-dire que les deux processus peuvent toujours continuer, mais du moins, je suis d'avis que plus que dans l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda, interdisant aux deux pays de n'apporter aucun soutien ou assistance à des groupes armés, et les M23 connaîtraient sa fragilisation. Parce que, en d'autres termes, pas seulement les M23, tous les groupes armés bénéficiant du soutien étranger seront coupés des bastions ou des bases arrières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces groupes armés seront épuisés et ne seront plus efficaces. Et on sait déjà que même sur le terrain, les armes utilisées par M23 AFC, ce sont des armes venues du Rwanda notamment, avec des militaires rwandais. Et au niveau national, vous pensez que le dialogue entre acteurs politiques demeure nécessaire? Bon, dans une société, j'ai toujours dit que lorsque les citoyens se réunissent pour tabler sur des questions et trait à la vie nationale, ça ne peut qu'être encouragé. Dans le contexte actuel, le dialogue à lui, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut voir les problèmes au-delà du dialogue. Le dialogue permet de renforcer l'unité, la cohésion nationale, l'identité, même l'appartenance nationale. Mais du moins, le problème est au-delà du dialogue. Je crois que l'accord est aussi un aspect du problème. Du moins, à l'interne, nous devons activer tous les éléments constitutifs de la puissance que j'ai énuméré ici. J'ai énuméré un élément politico-diplomatique, un élément géographique, un élément démographique, un élément économique, un élément militaire, un élément culturel, un élément technologique et scientifique, et puis un élément idéologique. C'est en fait la conjugaison de tous ces éléments que le Congo pourra s'émerger en tant que puissance. Parce que la puissance est multidimensionnelle, elle est intégrale. Donc on ne peut pas se limiter seulement à un seul aspect et croire résoudre le problème. Alors la signature prochaine également annoncée, il s'agira d'une signature stratégique un accord stratégique entre la RDC et les États-Unis cette fois-là, sans le Rwanda. Vous pensez que c'est aussi un accord assez important, au-delà des intérêts économiques entre la RDC et les États-Unis, mais c'est aussi un accord qui viendra renforcer la sécurité congolaise? Mais justement, parce que là, c'est ça que nous appelons un équilibre de puissances. Ça dit quoi? Il y a des puissances faibles qui ont tendance à se rallier auprès des puissances fortes pour créer un équilibre. C'est ce qu'on appelle dans les relations internationales l'équilibre des puissances. C'est tout à fait normal pour la République démocratique du Congo. Et en échange, elle pourra bénéficier d'une assistance militaire et sécuritaire pour pouvoir lui permettre d'éradiquer tous ces groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la République démocratique du Congo. Et ce partenariat n'est pas seulement sécuritaire, et il a aussi un aspect économique. C'est-à-dire là, c'est des investissements. Parce que là, cet accord, en fait, ce partenariat permet un accès privilégié aux entreprises américaines. Et par rapport aux ressources naturelles jugées stratégiques. C'est en fait du business, ce sont les affaires. Et en d'autres termes, ces partenariats pourront contribuer à l'émergence de la République démocratique du Congo, à sa prospérité, à son développement économique et son rayonnement dans les relations internationales. On connaît déjà le conflit mondial qui existe entre les USA et la Chine. Chaque pays se veut la première puissance mondiale. Si la Chine peut se prévaloir être la première puissance économique, les USA vont dire nous sommes, si pas économique, puissance mondiale, première puissance mondiale militaire. La Chine est déjà là depuis des années, elle travaille à nos côtés dans les ressources minières comme dans les infrastructures. Vous pensez que la RDC peut bien sûr gérer ces deux puissances, chacune trouvant ses intérêts, ou ça peut pousser la Chine à se retirer ou créer un conflit entre la RDC et la Chine? Non, au contraire, la RDC doit plutôt s'appuyer sur les États-Unis et la Chine. En fait, la Chine est une puissance émergente et n'a pas la dimension des États-Unis d'Amérique, même en termes d'investissement. Mais du moins, en fait,
les deux partenaires peuvent être gérés, mais chacun par rapport, je veux dire ici que chaque État dans les relations internationales exerce une influence proportionnelle à son rang. Donc, dans les relations internationales, la Chine n'a pas la même dimension des États-Unis. Vous comprenez? Les États-Unis détiennent les monopoles de la puissance et ils décident sur les événements mondiaux. Ils peuvent même modifier les relations internationales, les comportements des États. Et c'est très différent de la Chine. Et on sait que c'est vrai que la Chine vient notamment en échange entre infrastructures minerais. La Chine apporte la main-d'œuvre, mais les États-Unis, outre le fait de désamorcer les activités de l'USAID, mais on sait que les Américains sont les grands contributeurs. USAID, même au niveau du PNUD, même au niveau de l'ONU, on sait que dans plusieurs activités de l'ONU, les Américains mettre plus de moyens, même si le président Trump essaie peut-être de changer un peu la donne. Donc d'une manière ou d'une autre, vous pensez s'il faut faire un choix entre Chine et États-Unis, il faut un tout petit peu privilégier les USA? Justement, mais ce sont les hyperpuissances, c'est la puissance dominante. Vous savez que c'est un investissement de près de 500 milliards de dollars pour une durée de 15 ans et qui cible plusieurs secteurs de la vie nationale. Et je crois que c'est un partenariat privilégié. Et d'ailleurs, les États-Unis ne les font pas leur prestige, ils ne les font pas avec n'importe qui. Vérifier à travers le monde, aucun partenariat stratégique de ce genre n'a été conclu. Mais beaucoup crient déjà au bradage des minerais. Non, ce n'est pas du bradage, mais écoutez mon frère, ces minéraux ont été exploités pendant plus de 30 ans. À qui ont-ils profité? Et que maintenant, il s'agit d'une relation entre États, deux États, et qui ces minéraux pourront profiter à la population congolaise. Pourquoi rejeter cet accord? Donc, quand les groupes armés les exploitent à l'Est, à qui profitent ces minéraux? Vous comprenez? Ici, il s'agit d'un partenariat entre deux États, et je crois que nous pouvons saluer ces partenariats, parce que ça existe. Cependant, je reviens sur ce que vous avez déjà dit, et il faut aussi du sérieux au niveau interne. Effectivement, là, dans la gestion, que le pouvoir en place ou le président mobilise ses troupes, ses collaborateurs à être exemplaires dans le comportement, dans la gestion. Oui, parce que ce partenariat doit être évalué par rapport à son succès. Mais au niveau interne, qu'avons-nous prévu pour recevoir ces partenariats? Parce qu'en d'autres termes, si les pays continuent à être gérés, comme si voilà, ça risque encore de créer, parce qu'il faut qu'il y ait une transparence, il faut que les partenaires soient équilibrés. Et nous devons tabler sur toutes ces questions pour que ces partenariats soient efficaces et qu'il y ait du résultat. Vous l'avez dit, mais, concernant le président Tshisekedi, dans sa gestion, vous pensez qu'il devrait aussi penser, on a dit ici, réduction de train de vie, que ce soit le gouvernement, que ce soit au niveau du budget à financer les activités du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence. Vous savez que vous pensez que c'est important aussi de ce côté-là de revoir, de parvenir à une réelle réduction du train de vie des institutions. Ça, c'est une nécessité, je l'ai toujours dit. Et la réduction du train de vie des institutions est une nécessité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justice sociale, une justice redistributive. C'est-à-dire que toutes les populations doivent bénéficier des richesses de la République démocratique du Congo. On ne peut pas encourager une catégorie et négliger l'autre. Tout ce que nous connaissons ici d'un côté, c'est parce que d'un côté, on croit rémunérer les députés ministres et négliger l'autre, les soldats ou les policiers. Alors que tous jouent des rôles très importants pour la vie de la nation. Dans la chaîne de la société, ça, justement, les que ce soit les enseignants, les médecins. Les médecins, les enseignants, les professeurs d'université. Il faut qu'il y ait une justice sociale, une justice redistributive. Réduire le train de vie des institutions, réduire le train de vie des ministres, des hommes autres, pour qu'il y ait une justice sociale, améliorer les conditions sociales des couches les plus défavorisées. Et d'ailleurs, ça crée, vous savez, une cohésion nationale et une identité nationale et même une appartenance nationale. C'est-à-dire que lorsque même le pays est confronté à des crises graves, tout le monde se sent concerné. Mais alors que dans un pays, lorsque d'autres, les uns en tirent profit,
et d'autres n'en tirent pas. Et ça crée une division. Alors qu'en ce moment ici, nous n'en avons pas besoin. Tout le monde doit se sentir concerné par la situation du pays. C'est-à-dire que c'est mon pays et je dois le défendre comme tel. Il y en a qui se disent, bon, ça ne me regarde pas, que le pouvoir tombe ou pas, ça ne me regarde pas. C'est aussi la conséquence d'une gestion qui ne privilégie qu'une catégorie de personnes, vous l'avez dit. Oui, mais d'autre part, ces pays nous appartiennent. Ça, nous devons toujours continuer à nous exprimer, interpeller les autorités pour tenir compte de toutes les questions de la vie nationale. Et nous ne devons pas abandonner, parce que c'est notre pays. Et ce pays nous appartient et nous avons le droit d'en parler et critiquer là où il faut critiquer, encourager là où il faut encourager. Alors, une dernière question. Ce lundi 30 juin, la RDC va célébrer le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance et à sa souveraineté nationale et internationale. Un petit mot de votre part sur l'avenir de cette nation. Comment voyez-vous la RDC dans 5 ans, dans 10 ans? Ou espérez-vous que la RDC en 65 ans est une personne adulte, mature, qui a de l'avenir? Oui, j'ai toujours cru en l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est un pays grand, un pays majestueux, un pays vaste, doté d'importantes ressources naturelles, un réseau hydrographique très important. C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Et c'est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est-à-dire que c'est un pays capable de jouer un rôle très important dans les concerts des nations. Et il appartient simplement aux Congolais que nous sommes d'en prendre conscience, de pouvoir mettre ce pays à sa hauteur. Merci à vous, Blaise Dibaya. Bonne fête d'indépendance. Ça reste une fête nationale. Vous ne me dites pas merci. Apparemment, ça, vous n'êtes pas content. Merci, bonne fête à vous aussi et merci à Digital Congo. Merci, Monsieur Blaise Dibaya. Je rappelle que vous êtes analyste internationaliste et surtout chercheur en relations internationales. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour commenter ce sujet important d'actualité, l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. On espère vous avoir très prochainement pour puiser toujours de votre expertise pour d'autres sujets d'actualité, notamment concernant les relations internationales. Merci encore. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce nouveau numéro d'entretien. Portez-vous bien et surtout si vous nous suivez le lundi 30 juin, bonne célébration de la fête nationale de la République démocratique du Congo, de son accession à sa souveraineté nationale et internationale. Merci, portez-vous bien et à très bientôt.